Bon, va falloir qu'on parle peinture. Et oui, ça y est, Paf le pinceau est de retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Paf le pinceau, c'est l'émission dans laquelle je parle un peu de mes projets en cours, enfin généralement des projets que je viens de finir. Et aujourd'hui, on va parler de mon Dreadnought Primaris, hein, le Conquest, tout ça, voilà. Mais avant de parler de ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que, eh oui, si vous n'êtes pas abonné, ça veut dire que vous ne regardez pas toutes les autres vidéos qui sont extrêmement intéressantes. Hein, je sais, comme ça on dirait pas, mais si, hein, demandez dans les commentaires, ils vous diront les autres que si, c'est vachement intéressant, etc., etc. Bref, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager la vidéo si ça vous plaît, si vous avez des amis hein, à qui ça pourrait être utile, et puis, voilà, si vous voulez aller plus loin, faire le petit pas de plus pour nous aider, on a une page Utip grâce à laquelle vous pouvez nous soutenir tout à fait gratuitement, ou en faisant des dons, et on a des liens, hein, différents liens affiliés, Philibert, MyCinéry, Crank Wargame, etc., qui vous permettent bien d'acquérir des accessoires de jeu à des prix, disons, tout à fait intéressants, hein, et de manière à ce que nous, en contrepartie, nous récupérions un genre de petit pourboire qui nous permet de financer la chaîne. Bref, ceci étant dit, passons au vif du sujet, rentrons directement dans le dur, dans le lard de la guerre. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, allons-y. Donc, ce Dreadnought, il a été peint comme tous mes autres Space Marine, hein, c'est-à-dire avec 5 couleurs uniquement, du noir et du blanc cassé, ainsi que du violet funeste Vallejo R, du magenta fluo Mecha R Vallejo également, et le fameux mélange que j'utilise tout le temps pour ces Space Marine, que j'utilise tout le temps pour plein de choses en fait, c'est un mélange de bleu électrique et de Cavalite Green Citadel. Pourquoi ces couleurs-là, hein, tout simplement parce que c'est les couleurs de la Synthwave, et puis que ça me fait marrer d'emmerder les gros fachos du fluff, parce que moi le fluff de 40 000 il m'intéresse que très moyennement, ça ceux qui suivent la chaîne le savent déjà, donc je peins mes Space Marine en rose parce que ça m'amuse, voilà, hein, pas parce que c'est des Space Marine de Slaanesh ou ça, parce que en fait ça je m'en contrebranle, mais genre... Voilà. Mais c'est pas vraiment de ça que je parlais en fait. Aujourd'hui je parlais de Free End. Parce qu'en fait j'ai commencé que très récemment à faire des Free End et à les travailler vraiment. Et beaucoup de gens m'ont posé les questions de comment j'y arrivais, se plaignent que bah eux ils y arrivent pas, que c'est compliqué, etc. Donc moi je voulais un petit peu vous parler de ma manière d'appréhender la chose. Après ce sont mes conseils perso évidemment, je ne suis pas un peintre professionnel, mais si ça peut en aider certains parmi vous, eh bien j'en suis fort content, fort heureux, fortissimo. Voilà. Bon mais qu'est-ce que c'est en fait du Free End? Parce que c'est vrai que je l'ai pas vraiment expliqué hein, jusqu'ici. C'est comme son nom l'indique, hein, c'est une main gratuite, ou une main libre, voilà, un kit main libre, comme pour téléphoner en voiture. Voilà. Non, pas du tout. En fait, c'est juste un dessin. Hein, c'est un dessin sur une partie de la figurine, hein, donc c'est de la peinture. Hein, c'est comme ce que les gens normaux appellent peindre. Voilà. C'est pas très... C'est pas très compliqué, quoi. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que moi, comme je débute plus ou moins dans les Free End figuratifs, hein, je parle d'un dessin, un vrai truc qui ressemble à quelque chose, je me contente pour l'instant juste vraiment de copier des trucs que je trouve en ligne. Hein, c'est le plus simple. Après, ça m'empêche pas de me faire mon petit truc à moi, enfin de faire rajouter des détails ou d'en enlever, enfin bref, mais je m'inspire de trucs que je trouve en ligne parce que je trouve ça plus simple et puis ça prend beaucoup moins de temps, parce que s'il faut en plus composer le dessin, c'est très compliqué. Pour cette pièce, je me suis inspiré de ces deux dessins, qui sont des pochettes d'albums en fait. Alors des pochettes d'albums Synthwave, évidemment, parce que c'est le thème de l'armée, donc on a Akuma 1 et Akuma 2, des pochettes d'albums qui sont vraiment très sympas, et des albums d'ailleurs qui sont tout aussi sympas, mais ça c'est autre chose, n'hésitez pas à aller les écouter. Pour commencer, la première étape en ce qui me concerne pour le Free End, c'est de s'assurer que le dessin va tenir sur la surface sur laquelle on va le peindre. Ça peut paraître un peu con comme ça, mais c'est quand même dommage si on commence et qu'on se rend compte à mi-chemin qu'en fait la tête elle dépasse de 2 mm du bord de la plaque de blindage. C'est mieux d'y penser avant, en fait. Si, je t'assure, en vrai, oui, pour de vrai. Comment on s'assure de ça? Je t'entends demander derrière ton écran.
C'est curieux parce que j'allais te le dire, j'allais t'en parler, c'est vraiment bien vu, très très bien vu. Alors c'est très très simple, je prends une feuille de papier sur laquelle je trace un cadre qui correspond à la surface dans laquelle je vais peindre le freehand, et je dessine le freehand dans le cadre avec un crayon papier. Enfin, je dessine, je fais un croquis vite fait, hein, c'est des bonhommes bâtons, des ronds pour la tête, etc. C'est pas non plus... hein, voilà, on est bien d'accord. Alors déjà, d'une part, ça permet de savoir si notre freehand il rentre dans la case, mais en plus, ça nous permet de commencer à intégrer les gestes, les lignes, les tracés, etc. Alors bien que sur un papier, ça ne fonctionne pas pareil que sur une figurine, mais bon, ça c'est autre chose. Une fois que j'ai ça, je commence à préparer mon fond. Alors, généralement, je fais le freehand une fois que tout est fini sur la figurine. Et là, en l'occurrence, j'ai pris la plaque de blindage, je l'avais pas encore collée, hein, je l'ai peint en dernier, pour pouvoir avoir accès plus facilement, pas avoir m'emmerder avec le reste de la grosse figurine, là, comme ça, Non mais tu vois, c'est con, si je suis comme ça, et que je dois peindre comme ça, là, tu vois, là, avec les bras au milieu d'une Red Note, là, c'est stupide, hein. Donc, on garde la plaque de blindage ou quoi que ce soit séparée, et puis ça nous permet, du coup, de travailler de manière plus confortable. Ensuite, je prépare le fond, l'arrière-plan, hein, donc là ça a été juste quelques trucs d'aéro, hein, rien de très particulier, mais on peut tout à fait avoir un fond uni, c'est très bien, d'ailleurs pour commencer c'est très bien. D'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui n'ont jamais fait de freehand et qui aimeraient bien commencer, commencez par des symboles, des trucs simples, des formes géométriques, donc des croix, des triangles, des carrés, des ronds. Le plus important, en ce qui me concerne, je pense, hein, c'est mon opinion personnelle, encore une fois, c'est de travailler la précision des traits et des lignes. Plus on va pouvoir faire avec son pinceau des traits fins et des points qui sont précis, plus on va gagner du temps, et plus ça va être facile d'obtenir le dessin que l'on souhaite. Bref, personnellement, je travaille à partir d'une grille mentale. Enfin, c'est ce que j'appelle une grille mentale, encore une fois, personne ne l'a... Enfin, peut-être des gens l'appellent comme ça, je m'en fous en fait. Pour moi c'est une grille mentale, bref, on va dire ça. Qu'est-ce que c'est qu'une grille mentale? Comme évidemment, si je dessine à main levée, ça va ressembler à rien, et que je veux placer les éléments du dessin aux endroits qui correspondent, j'étudie le dessin source en regardant les proportions, les espaces. Par exemple, je vois que ici, la corne qui est sur la droite de sa tête, avec sa corne là, comme ça, là, voilà, eh bien on voit que la largeur de sa tête est grosso modo équivalente à la largeur de la corne, hein, et donc ça me donne un point de référence que j'utilise quand je vais tracer du coup mon dessin. Et de même, je me rends compte que sa corne arrive au niveau de son menton, et donc ça me permet de positionner mes éléments grosso modo aux bons endroits. Je les positionne comment? Et bien tout simplement avec de la peinture bien diluée, mais avec un pinceau pas trop chargé, et ça c'est important parce que sinon notre pinceau va pas être précis. Et bien en fait, je viens tracer de manière très succincte les différents éléments, pas forcément de manière continue, des fois je fais des petits points, des fois je fais des tirets, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble et voir si tout va bien, s'il y a des éléments à corriger. Généralement pour ça j'utilise une peinture contrastée avec le fond, donc ça va être là du blanc cassé, mais comme c'est très dilué, si j'ai besoin de corriger, et quand je voudrais colorer le dessin, eh bien je n'aurai pas vraiment de problème d'épaisseur de peinture. On est bien d'accord, ça c'est important. Une fois que mon dessin est schématisé, je passe à la couleur. Alors la couleur, c'est une autre paire de manches, hein, et voilà, une paire, voilà, comme ça, voilà, et ben c'est une autre, encore une fois, une autre paire de manches, donc par exemple celle d'un pull, admettons, ou d'un manteau. Mais pas celle d'un gilet sans manche, parce que du coup, il n'y a pas de manche. Voilà. Voilà, donc ça c'était la blague débile réglementaire par vidéo, donc maintenant on peut continuer. Donc là, on voit que la couleur de mon dessin, en fait, ne correspond pas forcément à la couleur du dessin source, de mon inspiration. C'est normal, c'est pas du tout parce que je me suis planté de couleur, mais c'est en fait parce que, tout simplement, je voulais garder les couleurs de mon schéma de couleurs, parce que sinon ça allait faire bizarre. Il vaut mieux commencer par poser ses couleurs avant de faire les contours. Ça c'est un peu contre-intuitif, mais il faut penser comme un graffeur en fait. C'est-à-dire que je colorie mon schéma avec les couleurs de remplissage, et ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens tracer les contours de mon dessin. Comme ça, si je bave et que je déborde avec ma couleur de coloriage, eh bien mon tracé pourra corriger ça. Alors que si on fait l'inverse, ça risque d'être beaucoup moins propre. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Eh ben c'est tout simple. Je regarde à quel endroit se trouvent les zones les plus claires, à quel endroit se trouvent les zones les plus foncées, et je commence à les marquer, en fait, tout simplement, comme les éclaircissements et les ombrages d'une figurine normale, en fin de compte. C'est juste qu'à cette échelle-là, évidemment, eh ben il faut être subtil. Il faut pas, ça sert à rien de faire 15 étapes,
Hein, il suffit de un ou deux éclaircissements, ça suffit, tant qu'on soigne bien les transitions, évidemment. Hein, parce que sinon, après, c'est... Ou alors, sinon, on fait dans l'impressionnisme, et dans ce cas-là, c'est très bien, mais c'est pas le but de l'opération, on est d'accord. Pour ça, évidemment, j'utilise ma fameuse technique du feathering que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le NMM, qui va maintenant s'afficher dans les fiches, et je vais pas vous dire où elle est, parce qu'à chaque fois je me plante, donc elle est quelque part en haut par là, là. Vous cliquez dessus, vous allez la voir, ça vous explique comment je travaille le feathering. Là, c'est la même technique, hein, tout simplement. Ça nous permet d'avoir des transitions rapides sans avoir 10 milliards de couches successives à mettre. Une fois que j'ai mes couleurs globalement posées, je viens ajouter des détails avec mon noir ou avec d'autres couleurs, la couleur de tracé ou que sais-je. Hein, par exemple, la bouche, ben, c'est là qu'à ce moment-là que je l'ai faite. Les yeux également, et évidemment à ce moment-là je fais de la merde, donc je dois venir recorriger avec du violet parce que bah ma bouche elle a l'air chelou, mes yeux sont pas droits comme il faut, etc. Voilà, il y a du va-et-vient, il y a du vas-y que je te pousse, bien que je te tire, etc. Parce que sinon évidemment, on fait tout parfaitement et c'est très bien, mais c'était pas le cas, donc je le dis, à un moment il faut l'admettre, hein, voilà. Je fais aussi des erreurs, rarement mais ça m'arrive. Une fois que les détails les plus importants sont mis, genre le nez, les yeux, la bouche, etc., j'arrête de suivre trop strictement le dessin qui me sert d'inspiration, tout simplement parce que à ce point-là, ce qui compte, c'est l'esthétisme de ma pièce à moi. Oui, parce que en fait, je suis pas un copiste excellent, du coup, il y a des trucs qui changent un petit peu, etc., et puis en plus, c'est beaucoup plus petit que la pièce d'origine, donc forcément, c'est pas comparable, donc il faut que ça ait l'air sympa sur ma figurine, on est bien d'accord, hein. Donc là, en fait, je vais faire des corrections qui me semblent plus adaptées à la figurine. Donc voilà, les yeux, en fait, il faut les faire plus comme ça, ou le menton doit être plus prononcé, le nez doit être plus vers par ici, parce que sinon ça colle pas, c'est bizarre. C'est aussi à ce moment-là que je commence à mettre les détails qui restent, les dernières petites touches, hein, voilà, donc les mèches de cheveux sur l'épaule, les stries dans les cornes, ce genre de choses-là. Et puis, ben, quelque part, on a fait le tour, en fait. C'est comme ça que j'ai procédé sur ces pièces-là, et c'est comme ça que j'ai procédé sur mes autres pièces avec des freehand. Je vais essayer d'en faire plus à l'avenir, mais c'est vrai que c'est des pièces qui prennent du temps, et comme j'ai beaucoup de peinture à faire, et ben, forcément il y a des choses qui doivent passer à la trappe, malheureusement. Si vous voulez essayer, vous, de faire vos propres freehand, il y a quelques petits points à retenir. Numéro 1, on commence par faire des formes géométriques simples. Des carrés, des croix, des ronds, des machins. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à enjoliver, à embellir, à essayer de rajouter des formes un peu plus complexes, etc. Numéro 2. Planifier en amont. Je suis tout à fait pro improvisation, essayer de faire des trucs sur le moment, à voir si ça marche ou pas. Sauf que dans les freehand, c'est compliqué, à moins qu'on soit très très fort. Donc, le principe de l'improvisation, généralement, c'est qu'on a déjà un passif, un bagage sur lequel on peut s'appuyer pour prendre des décisions rapidement et faire en sorte que ça soit plus ou moins adéquat. Si on commence juste, c'est peut-être pas forcément le moment, mais après vous faites ce que vous voulez. Moi, je conseille de bien planifier les choses avant. Ça m'amène à mon point numéro 3. Faites des croquis, parce que les croquis, eh bien les croquis c'est la vie. Alors même si vous savez pas vraiment bien dessiner, ça vous permettra justement de vous entraîner à faire ce motif bien particulier. Ça vous apprendra pas à dessiner, on est bien d'accord. Moi non plus, je suis pas super fort en dessin. Mais c'est comme les 4 accords en guitare, les 4 accords magiques. Il y a plein de gens qui savent pas jouer de guitare, mais qui savent jouer les 4 accords magiques, tout simplement pour pécho sur la plage en été. Je sais pas si ça a jamais marché pour qui que ce soit, mais bon, après ça c'est une autre question. Mais c'est pas pour ça qu'ils savent jouer de la guitare, mais ils savent bien jouer ces accords-là. Pourquoi? Parce qu'ils les ont répétés. Donc là, c'est pareil, on a un motif, on va le répéter sur du papier, puis sur peut-être un bout de plastique avec un pinceau pour voir comment ça marche, etc. Ça nous permet de nous entraîner et de rentrer un peu de mémoire musculaire dans le mécanisme, dans le système. Point numéro 4. Peinture diluée, pinceau pas trop chargé. Voilà, c'est... Voilà. Point numéro 5. Pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, un homme averti en vaut 2. Bref, c'est un truc tout petit. C'est tout petit. Hein. Donc, si on fait 40 dégradés, 50 couleurs différentes, etc., on ne va pas s'en sortir. Des petites touches ici et là, et ensuite on peut construire à partir de ça. Voilà, moi je trouve que c'est une méthode plus saine pour arriver au résultat que l'on veut. Voilà, on a fait le tour. J'essaye de vous faire un tuto un jour là-dessus, mais bon, c'est vrai que je suis pas encore tout à
fait, sûr de moi, donc bon, là je vous ai expliqué ma méthode, j'essaierai de faire ça de manière plus didactique un autre jour. Pour finir, c'était la nouvelle version de Paf le pinceau, parce que bah voilà, les autres vidéos faisaient 45 minutes, c'était beaucoup trop long, personne ne les regardait jusqu'au bout, et donc je préfère faire des plus petites vidéos, éventuellement peut-être un peu plus souvent, et puis en plus parler de figurines de pied-taille, voilà, c'est... Enfin, il n'y a rien de très intéressant, si vous voulez les voir, en fait, parce que c'est surtout à ça que ça servait, suivez-nous sur Facebook et sur Instagram, parce qu'en fait, on poste quasiment tout ce qu'on peint, donc bah, c'est là que vous pouvez voir tous les trucs qui, du coup, ne seront plus dans les épisodes de Paf le pinceau, parce que peut-être, hein, tout simplement, il faut se l'avouer, ne mérite pas une demi-heure d'attention devant une caméra en 4K. Voilà, c'est tout. Sur ce, hein, à mardi prochain, parce que, bon bah voilà, j'ai de la peinture en retard, et puis j'ai du montage à faire, et puis, enfin, bref, t'as compris. Profitez bien de la fin de votre confinement, ou de votre pas confinement, si c'est... Enfin, bref, voilà, faites ce que vous voulez, moi j'en ai... De toute façon, j'éteins la caméra, et puis ça suffit, hein, allez, voilà, hein, bisous.